Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la rélecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas un comics, c'est la première fois dans cette émission, qui est donc une œuvre graphique, toujours, et qui est réalisée par un Espagnol du nom de David Rubin, et qui s'appelle Le Héros. Le Héros. Donc voici les deux tomes. Voilà, ce sont des couvertures très sobres. Est en fait une réflexion sur le mythe d'Héraclès. Alors je dis bien réflexion plus qu'adaptation, parce que le but n'est pas de suivre très très fidèlement le récit, bien qu'il le fasse quand même en grande partie. On a toutes les épreuves, on a beaucoup d'éléments sur ce qui passe entre, et qui en général sont sautés dans la plupart des versions. Mais le propos lui-même n'est pas de raconter la vie d'Héraclès, mais plutôt de poser les questions sur ce qu'est un héros en soi. Donc c'est une œuvre qui est à la fois très intéressante narrativement, parce que le matériel de base est efficace, pratique, et plus qu'adaptable, ça a déjà été prouvé plein de fois, mais c'est surtout toute la réflexion qui va avec et qui jalonne les différentes épreuves, comme autant de chapitres, qui vient vraiment poser des interrogations profondes et qui sont en rapport autant avec le mythe d'origine qu'avec toute cette pratique du super-héros, de cette création fictionnelle à laquelle on va se rattacher comme étant, voilà, vraiment l'entité du bien. Qu'est-ce que c'est finalement faire le bien? Qu'est-ce que c'est être un héros? Est-ce que c'est se dévouer aux autres par rapport à soi? Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre par rapport à ça. Sur le livre en lui-même, c'est quand même un petit peu le but. Sur la partie philosophique, je vous laisserai en juger vous-même si vous avez le temps de le lire, ce que je vous conseille quand même très vivement. L'idée est que le livre est fini, il ne contient vraiment que 2 volumes. Voilà, ça c'est les toutes premières pages. Ce sont les toutes premières pages du livre. Oups, il va être un peu souple à tenir, je m'excuse à l'avance. Et voilà. Le fait est que donc on est face à une réinterprétation du mythe d'Héraclès, concrètement. Donc voilà, ça c'est donc le début de l'histoire, tout simplement. C'est des images assez, comment dirais-je, elles sont parlantes graphiquement, mais on ne peut pas en comprendre le sens tant qu'on n'a pas lu le livre en entier. Clairement, c'est vraiment très bien vu pour ça. Donc on va d'abord découvrir la naissance d'Héraclès, qui dès le départ est donc maudit par Héra, qui a décidé de le tuer. On est très loin de la version très gentille de Disney où en fait Héra c'était la maman d'Hercule, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On a aussi son frère, donc qui lui par contre contrôle Hercule, pour mémoire, pour rappeler rapidement quand même le mythe d'Héraclès. Ce sont donc les bâtards de Zeus. Le fait est qu'il a un grand frère qui est presque son jumeau, ils sont nés à très très peu de temps d'intervalle, quelques secondes, et du coup c'est le premier qui est né qui a un contrôle absolu sur l'autre. Il ne peut pas lui désobéir clairement. Et Héra va essayer d'en profiter pour tuer Héraclès, ou en tout cas le faire souffrir de beaucoup, ce qui amènera entre autres aux 12 épreuves. Les fameuses 12 épreuves qui sont suffisamment connues pour qu'on n'ait pas besoin de les citer, je pense. Et on va vraiment traverser toutes les étapes de leur vie, que ce soit d'enfants à adolescents, en passant par adultes. Donc voilà, ça c'est le frangin, le petit blond, c'est Hercule, évidemment. On voit tout de suite lequel des deux a l'air le plus sympa des deux, même si à ce moment-là, Héraclès vient juste de sauver un pauvre mouton que cet enquiquineur de Ristée avait simplement jeté par-dessus la falaise pour le plaisir. Mais l'intérêt de cette réinterprétation, c'est qu'il ne se contente pas de bêtement raconter l'histoire d'Héraclès et de poser quelques jalons philosophiques derrière. Même au niveau de la démarche à l'intérieur, graphiquement et au niveau historique, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que l'univers entier est devenu anachronique.
Donc ça devient un anachronisme cohérent, hein, puisque on se retrouve à avoir un personnage qui est à la fois en sweatshirt, mais avec un petit arc et en short, comme voilà, avec vraiment des cités derrière, euh, mais aussi des appareils holographiques. Là, par exemple, c'est le lion de Némée, donc voilà, le personnage arrive carrément avec un appareil holographique. On voit des motos, on voit des voitures, on voit des avions. Y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui sont pas liées à la période d'origine, mais ça n'empêche pas d'apprécier le récit pour la simple et bonne raison que vu que l'univers entier est basé sur une espèce de technologie tordue, je veux dire, voilà, par exemple, voilà, ça c'est un point de la ville, avec une pub en bas, voilà, avec une voiture. Mais oui, tout à fait, Héraclès fait de la pub, hein, c'est une icône, justement, c'est aussi un produit marketing. Ça va avec la réflexion qui va derrière, mais aussi des télés, des enfants qui sont en train de jouer avec des produits dérivés par rapport au fait qu'il a tué la méduse et certaines bêtes déjà à ce moment-là du récit. Euh, et du coup, comme l'univers entier est basé sur un espèce de mélange entre l'Antiquité et le monde moderne, quoi qu'on a toujours le sentiment d'être dans l'Antiquité, hein, c'est vraiment très très bien géré. Du coup, déjà, il y a cette espèce d'aspect vraiment de réinterprétation du mythe, puisqu'il bien sûr il adapte les monstres aussi. On a entre autres par exemple les oiseaux du lac Stymphal qui étaient donc censés être des oiseaux en métal qui deviennent, c'était déjà le but, leur plume était censée être en métal au départ. Donc là on est carrément face à des oiseaux robots géants, voilà, où il va devoir se servir du son des cloches pour réussir à les détruire, à les tuer, à casser leur protection. Ouais, ils tognent les cloches l'une contre l'autre, par exemple. Donc ça donne à la fois lieu à des interprétations qui sont très intéressantes et vraiment réactualisées, vous voyez, les petits ponts qui sautent et tout, enfin, il y a une certaine volonté du détail, mais aussi certaines parties vont vraiment servir uniquement à poser le questionnement, c'est-à-dire que par exemple, le nettoyage des écuries, même dans le bouquin de base, ça paraissait pas spécialement épique comme passage, hein, il nettoie des écuries. Merde quand tu nous tiens. Et du coup, ça nous permet d'intégrer un autre personnage qui est donc Chiron. Alors, oui, hein, pas de satire charmant mais entraînant normalement dans le texte de base, pour ceux qui se préfèrent encore à la version de Disney. Normalement, c'est Chiron, qui est donc un centaure, qui l'a entraîné étant jeune et qu'on n'a pas vu jusqu'à ce moment-là dans le récit. Donc, pendant ce temps, Radio Oracle, oui, les oracles, voilà. Donc, voici le bâtiment au milieu de la ville. Et la Grèce antique a bien changé. On a pendant tous le passage des écuries, la discussion radiophonique entre Chiron et une présentatrice, ainsi qu'un autre personnage très antipathique au demeurant, pour savoir si Hercule est censé être un héros ou un produit de consommation. Et c'est vraiment ce qui jalonne tout le chapitre. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est se servir des éléments du scénario à son avantage pour vraiment pouvoir raconter une histoire. Donc je ne saurais d'ailleurs pas me rappeler si finalement la fin du livre correspond réellement à la fin du mythe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très très bien amenée, qu'elle a le mérite de vraiment conclure l'histoire et donc qui fait écho aux deux images que je vous ai montrées au début. Je me permettrai pas de vous la raconter parce qu'elle est vraiment très particulière, très précise. Je vais juste vous parler encore de quelques petits passages et puis on va vraiment se concentrer sur la partie graphique. Entre autres, donc, ces éléments en question, c'est surtout qu'on a la présence d'autres héros de la même époque, plus ou moins, d'Hercule, qui ne croisent pas forcément dans les récits en général, on a tendance à les séparer tout de suite, comme par exemple Thésée, que voici. Voilà. Charmant jeune homme. N'est-ce pas? Alors voilà, ça aussi c'est un héros. Donc nous on les voit carrément débarquer à moto dans cette version-là. Donc voilà, ça laisse de nouveau lieu à de très très belles illustrations. On va aussi avoir une référence à Jason à un moment qui vient les récupérer. Alors est-ce qu'il les récupère dans celui-là? C'est dans le deuxième volume. Parce qu'à côté de ça,
C'est des bons livres, hein. Ils ont leur poids, ils ont vraiment leur densité. Donc on a pas mal d'autres personnages qui vont intervenir autour d'Héraclès, ce qui gâche rien. Voilà, on a donc plusieurs pubs entre guillemets créées exprès dans le livre qui jalonnent. Et là, on a carrément une page type couverture de comics qui, quand il s'est mis en équipe avec Olaios, Iolaos, pardon, problème des noms grecs que j'ai un petit peu de mal à prononcer, euh, où on les voit carrément faire équipe quand ils vont affronter l'épreuve de Guérion. Voilà. Autant dire qu'il a vraiment poussé son idée jusqu'au bout. On va aussi donc voir Jason qui fait une petite apparition à un moment. Il faudrait que j'arrive à remettre la main dessus. Ah, il est là. Normalement. Hop, voilà. Vous savez bien, je finirai par le retrouver. Voilà. Donc Jason, qu'on voit ici, qui commande une moto, qui commande une voiture d'ailleurs. On a même une pub pour le fait d'aller rejoindre les Argonautes à un moment. On croise plusieurs personnages, on croise Atlas, on croise... Donc voilà, on a quand même un assez beau panel général et on n'est pas centré uniquement sur les épreuves. On est donc aussi centré vraiment sur la vie d'Héraclès et sur les répercussions qu'Héra a dessus, principalement. Parce que... Non, vraiment, c'est pas un personnage sympathique. Hein. C'est vraiment... le principe, c'est que, comme beaucoup de personnes étant très très jeunes, j'avais vu surtout la version de Disney ou des versions très édulcorées où Hera était vraiment pas méchante. Et quand on lit cette version-là, ou des versions beaucoup plus réalistes, disons plus correspondantes à la version d'origine du mythe, on se rend compte qu'Hera, c'est quand même la nana qui se venge de son mari qui l'a fait cocu sur un enfant. Ça craint tellement. Mais bon, ça permet de faire un excellent matériel et histoire. Eurysthée, d'ailleurs, est un personnage relativement antipathique, donc c'est le frère d'Hercule, c'est le roi, mais on en vient presque à le plaindre. Les personnages sont vraiment développés dans leurs caractéristiques, et ça, c'est quand même un avantage important pour ce livre-là, comparé à certaines adaptations qui vont se cantonner à rendre le mythe au maximum du maximum du maximum. Ce genre de mythe qui mérite justement de pouvoir être vraiment réinterprété, pas réactualisé, parce que c'est pas tant le propos, c'est vraiment pouvoir en sortir d'autres éléments qui étaient dedans dès le départ, mais qui ont obligé d'être vraiment développés. Alors, pour la partie graphique, parce que donc l'histoire, elle est béton, l'interprétation est béton, le sous-texte donc philosophique et de réflexion sur la notion de héros, il y a d'ailleurs une magnifique scène où il pousse le vice à le faire rencontrer des reproductions de Superman, plein de reproductions de Superman, qui viennent lui dire à lui, à Hercule, un des premiers grands héros de l'histoire, reconnu comme tel, que c'est un gadget, et que ce n'est pas un vrai héros. Alors que eux, ce sont purement des produits d'imagination, il y a vraiment pas de... On peut même pas dire qu'il y a une base derrière le mythe, quoi. Donc c'est quand même assez fantastique. Voilà. Alors, graphiquement, on est face à quelque chose de très très souple, très dynamique. Hop, je vais vous sortir une petite page ou deux, par exemple celle-là, qui sont des pages de mouvement, quand il est en train d'affronter l'hydre. On va faire un petit zoom pour que vous voyez les différentes cases. Donc voilà, on est face à quelque chose qui est très très libre. On sent que la personne a vraiment... que lui, il connaît vraiment le dessin d'anatomie, etc. Hein, mais qu'il en a pris toutes les libertés qu'il faut pour pouvoir en tirer juste la dynamique la plus importante et rendre son dessin vraiment vivant. Voilà, quand il saute sur l'hydre. Et surtout, là ça se voit pas encore trop, mais ça va vraiment se voir sur certaines autres pages que je vais vous montrer, le jeu de la couleur. Le travail de la couleur sur cet ouvrage est juste édifiant. Il joue énormément sur les complémentaires, mais sur des complémentaires qui sont vraiment très vives. Alors évidemment, ma caméra le rend pas du tout. Hein. Ça c'est sûr. Même là, par exemple, je vais revenir après. On va finir sur la couleur d'abord. Là, on a vraiment des passages où il alterne des jeux de couleurs, qui sont très forts. On est vraiment face à des images qui sont belles, qui sont bien gérées.
Le jeu de couleurs, surtout les scènes où on voit Hera, principalement, ont des effets de jeu de rouge et de vert. Il y a énormément de jeux sur le rouge et le vert. Voilà, tiens. Hop, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les différentes pubs. Voilà. Pour les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Non, en arc-en-ciel. Et voilà pour les glaces. Ah, Sparkle est tellement hot. Ah non, ils se sont beaucoup amusés. En plus, on sent qu'il s'est bien amusé sur le sujet. Je parlais de dynamique et de couleur pour montrer l'énervement vraiment du personnage. Plus efficace de faire un halo carrément au milieu de la couleur de la page plutôt que de le représenter autrement. Visuellement, le personnage est en colère, on n'a pas de difficulté à le voir, mais c'est vraiment un mélange impeccable entre le dessin et la couleur. Les deux sont vraiment très très bien équilibrés et ça fait des pages d'une très très grande cohérence. Là, je vous manque principalement des éléments du premier volume parce que j'ai pas envie de vous spoiler le contenu de l'histoire. Pour le coup, là, ça vaut vraiment la peine d'être lu en entier. Voilà. D'autres planches qui, par contre, sont totalement différentes au niveau de l'ambiance. Il n'y a pas que des ambiances très très colorées. Là, voilà. On n'a que des effets de jeu de flammes, d'ombre et de lumière assez crus. Donc voilà, c'est pareil, là, c'est quand même assez chouette. Voilà, que beaucoup de petits détails sur des portraits ou des choses comme ça qui sont assez bien vus. Ça va permettre de revenir à la page que je voulais vous montrer tout à l'heure. Voilà, qui, pareil, voilà, on a des... Même si on voit les personnages peu de temps à certains âges, ils sont pas été bâclés. Donc ça, c'est resté quand ils ont une vingtaine d'années, on va dire, à peu près, entre 20 et 30 ans. Et bah, l'air de rien, on le voit à cet âge-là que sur ces pages-là, hein, parce que dès qu'on change, bah, il a plus cette tronche-là. Et pourtant, c'est vraiment bien travaillé, il n'y a pas de mal à comprendre les expressions, il y a vraiment un souci du détail au niveau de l'image et de la recherche d'ambiance. Voilà, un combat sous l'eau avec les oiseaux du lac Stymphal. Hop, on change radicalement encore une fois d'ambiance colorée, avec des grandes pages. Je vais rester un peu plus longtemps sur celle-là. Parce que justement, le contraste entre les différents éléments, on est vraiment sur des jeux de couleurs qui sont très beaux, très intéressants à regarder. Alors, les 2 volumes ne sont pas donnés, hein, on arrive à une 50aine d'euros pour l'ensemble. Alors oui, ça fait très cher. Côté de ça, donc, ce sont des livres plutôt massifs. Hein. On est dans les un peu plus de 400 pages, il me semble, par volume. Donc, du coup, par rapport à un livre franco-belge, on en a quand même pas mal pour son argent. Je dis ça souvent, je sais. Et vraiment, pour la réflexion derrière, si vous vous intéressez au principe du héros, au principe de réflexion sur ce qu'est une œuvre de fiction, est-ce qu'elle est censée pouvoir apporter ou pas, c'est vraiment des livres qui en valent la peine. Graphiquement et scénaristiquement. On peut dire que c'est ma grosse révélation de la fin 2013 et ça va rester des références graphiques pendant très longtemps pour moi. Et puis aussi de scénario du coup. Voilà. Une petite dernière image à vous montrer. C'est un des petits changements graphiques qui a eu lieu à un moment de l'histoire qui permettait de mettre en valeur certains éléments. Oui, je sais, faut que je retrouve les pages. Voilà. Ça aussi. Le passage du je ne suis plus qu'un cerveau. Ah, on remet un écorché, puis on retombe, et du coup on retombe vraiment dans le monde réel, quoi. Voilà. Même la distinction entre les cases se fait vraiment au fil de la chute. Vous voyez, ça c'est vraiment super intéressant parce qu'on est vraiment sur des planches qui sont très dynamiques. Ça c'est... Ouais, elle est pas sympathique du tout. Mais alors, pas du tout. Elle est pas toujours habillée en noir. Hein. Mais de toute façon, c'est pas quelqu'un de bien. Et c'est le summum du contraste entre le rouge et le vert. On a quelques autres personnages. Enfin, il y a vraiment des réflexions sur ce que les personnages peuvent faire ou pas. Voilà. Par exemple,
le frère de ce cher Prométhée, c'est-à-dire Atlas, qui donc supporte le poids du monde. Et là, il ne transporte pas un rocher, pas du tout. Il est relié au poids du monde, c'est-à-dire qu'il le porte beaucoup plus littéralement en fait que quand il porte un rocher. On est voilà, c'est vraiment utiliser la technologie ou des représentations plus récentes, voire un peu de science-fiction, sur quelque chose de classique, mais sans en perdre le sens d'origine. On n'a vraiment pas de mal très rapidement à identifier les personnages et à s'y retrouver. Donc encore une fois, je le conseille plus que vivement, le héros de David Rubin. Euh, Oui, il coûte assez cher, mais vraiment ça vaut le coup. J'espère que cette petite review vous aura donné un petit peu l'envie de le lire. Si jamais vous le faites, n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires, ou si vous l'avez déjà lu, dans la partie en dessous de cette vidéo, ou même sur le site web directement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à partager aussi, hein, on ne sait jamais, sur Facebook ou ailleurs, et ou, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. C'est là, c'est en bas, en dessous. La prochaine vidéo sera consacrée à un roman, et oui, ce sera le premier que je vais traiter, qui s'appelle The Lord of the Clan, qui est un livre écrit par Chrissy Golden. Donc, j'espère que ça vous plaira. Au revoir, à bientôt!